Président, de m'avoir invité à cet échange de vues que je trouve très intéressant, mais aussi particulièrement difficile dans la période que nous vivons. En regardant le programme, et je viens d'être encouragé à aller dans cette direction, je m'aperçois qu'on avait parlé beaucoup de généralités sur la paix aujourd'hui dans un monde difficile, et qu'il fallait aussi passer par l'aspect concret d'une approche de terrain. Et donc c'était ce à quoi je m'étais préparé à vous entretenir. Et je pense que c'est important de regarder une zone de guerre comme celle du Proche-Orient, du Levant, parce que c'est une zone pour laquelle nous n'avons pas de chemin de paix. Et je voudrais essayer de vous en proposer un chemin pour la paix, un chemin pratique. Et c'est quelque chose qui me permettra de citer dans mon propos quelques obstacles que l'on peut y trouver. Je vais le faire à ma façon stratégiste. Un stratégiste, vous savez sans doute ce que c'est-à-dire quelqu'un qui évalue exclusivement les rapports de force et qui essaye de voir les tensions, les espoirs, les contraintes des différents acteurs qui sont aux prises, sans prendre en considération directement les phénomènes moraux, les phénomènes juridiques, et qui regarde comment les rapports de force vont évoluer et ce que cela va donner. Et avant de commencer mon petit propos, je voudrais faire trois petites remarques qui vous expliqueront un peu mieux dans quel système j'évolue, système de réflexion j'évolue, parce que le stratégiste, vous ne savez pas peut-être forcément comment il s'y prend pour analyser les situations. Et je voudrais simplement rappeler une chose qui peut-être est évidente pour tout le monde, mais qui n'est pas forcément dit avec suffisamment de force. La paix, ce n'est pas un État, ce n'est pas un État stable, c'est une tension. C'est un mouvement, c'est une dialectique, c'est quelque chose qui s'efface quand les volontés et les capacités ne sont plus capables de se coordonner ou de trouver un chemin pour la paix. Ce premier point pour moi important, la paix, ce n'est pas un état qu'on va atteindre, c'est une tension qu'on va entretenir. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que la guerre a muté depuis longtemps, depuis la fin de la guerre froide. Et la fin de la guerre froide a été, est restée froide, tout simplement parce qu'il y avait l'armement nucléaire. Personne n'en parle plus, ou plutôt personne ne sait plus en parler. Et pourtant, ça joue un rôle régulateur extrêmement important sur les notions de guerre. Et la mutation de la guerre que nous observons aujourd'hui, et son transformation ou son replacement, notamment dans la guerre économique, qui est devenue une guerre qui va contraindre tous les peuples à des situations qu'ils n'avaient pas forcément prévues, eh bien c'est une des résultantes de la tension qui est liée à l'arme nucléaire. Le dernier point qui abordera ce qui a été dit précédemment sur la multipolarité, je ne crois pas du tout que la multipolarité soit l'état du monde d'aujourd'hui. C'est même une erreur, et je vais le dire sans doute dans quelques minutes lorsqu'on parlera de la situation des deux États, à laquelle je ne crois pas du tout. Je crois que la multipolarité, c'est une illusion, car dans les phénomènes de tension que nous vivons aujourd'hui, il y a un nombre d'acteurs très important qui est très différent de ceux que nous avions avant. Ce ne sont pas les États qui sont forcément les fauteurs de guerre, il y a des tas d'autres acteurs qui sont sur la planète en train de chercher des gains et des profits par d'autres moyens que la guerre. Et ces acteurs-là ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des militaires, mais ce ne sont pas non plus des gens stables. Ce sont des coalitions d'intérêts qui peuvent, à un moment ou à un autre, faire tourner la situation à une catastrophe. Donc, j'ai essayé de développer un autre concept que le multilatéralisme et la multipolarité. J'ai inventé un concept que je pourrais vous détailler un jour, si vous le voulez, qui s'appelle le multisme, qui est dans le monde hétéroclite dans lequel nous vivons, un ensemble d'acteurs qui sont aux prises. On a un exemple très parfait aujourd'hui avec le conseiller spécial du président Trump, qui est un acteur d'une autre nature, mais qui a des moyens tout à fait pertinents pour pouvoir réguler les tensions et les guerres. Voilà, vous ayant dit ça, je voudrais en venir à ma communication que j'ai intitulée « Puzzle du Levant, pièges et pièces », dont vous avez le résumé dans le petit papier que le président nous a aimablement diffusé. Je ne vais donc pas trop m'appesantir, mais simplement vous essayer de faire une petite analyse géopolitique et puis regarder ce qui se passe aujourd'hui. L'analyse géopolitique à laquelle je me livre, et c'est une analyse de ce qu'on appelle l'Asie de l'Ouest, le Levant, et en regardant un peu mieux ce qu'est cette région. Cette région qui est située entre les monts Taurus de l'Anatolie et au sud l'Égypte et donc ses hauteurs aussi, et bien c'est une région dans laquelle il y a une multitude de peuples, un puzzle de peuples très important, à l'histoire très riche, très complexe depuis très longtemps.
il y a les peuples de la mer, on n'en parle plus assez, mais les peuples de la mer, c'est tous ceux qui sont sur le long de la Méditerranée et qui forment le fond de cette Méditerranée, et dont beaucoup viennent d'ailleurs. Beaucoup viennent, et vous le savez bien, que ce soit les Philistins ou les Phéniciens, ce sont des gens qui ont circulé dans toute la Méditerranée pendant très longtemps, avant l'ère moderne, et qui s'y sont établis, et à Gaza, comme ça, vous avez des peuples qui sont des peuples des héritiers de Crétois ou de Grecs qui sont venus jusque-là. Ce ne sont pas des gens qui qui sont nés sur place, ce sont des gens qui avaient leurs origines très lointaines en mer. Ce sont les mêmes qui, un peu au nord de Gaza, dans le Liban, les Phéniciens qui ont aussi peuplé toute la Méditerranée, qui ont dépassé les Gibraltar, qui sont allés jusqu'au Maroc, et pendant que d'autres faisaient le tour de l'océan Indien et de l'Afrique, et revenaient vers les populations. Donc, vous avez dans ces terres, le long de la Méditerranée, dans ce grand axe de circulation, vous avez des peuples qui se sont mélangés et qui ont des racines très variées, et ces racines très variées fondent leurs différences. Vous avez aussi ces peuples-là qui se sont beaucoup mélangés et qui ont regardé les hauteurs avec une certaine tension. Les hauteurs de Judée, les hauteurs aussi de toutes ces forêts qui sont au nord du Liban et de tous ces territoires impénétrables. Il y avait donc, j'allais dire, des peuples dont les mélanges et les connaissances étaient fortes. C'est important de l'avoir en tête parce que lorsqu'on regarde cela, ou même lorsqu'on pense au croissant fertile, vous connaissez cette expression qui parlait de la vallée du Nil et puis du Tigre et de l'Euphrate, ce sont les endroits où les peuples se sont épanouis, ils ont développé leur propre capacité d'avenir, alors que d'autres étaient tournés plus vers la mer. Alors, ça, c'est le passé. Je dirais, on n'a pas besoin de connaître le passé pour régler le présent. Eh bien, si, peut-être, parce que dans les solutions que nous pouvons trouver pour l'avenir, il y a peut-être à se souvenir du passé. Aujourd'hui, les descendants de ces peuples sont répartis dans une mosaïque, une espèce de puzzle très, très complexe qui est marqué aujourd'hui tout simplement par la guerre à Gaza. Cette guerre à Gaza, elle est dans cet espace-là, un espace dans cette mosaïque et ces puzzles de peuples. Et ce qui est en jeu, c'est bien sûr la sécurité de toute cette région, mais également la sécurité introuvable de l'État d'Israël, qui aujourd'hui cherche par différents moyens, différentes frontières à garantir sa sécurité et qui a bien du mal à le faire. C'est aussi l'accession des Palestiniens à un État et la viabilité à terme, la viabilité sociopolitique de cette région. Dont on voit bien aujourd'hui, si on regarde les termes, que si on additionne les populations qui sont dans cette région que je viens de décrire, c'est 45 millions d'habitants répartis en des tas de familles, qui se connaissent, qui sont voisines et qui ont des racines voisines et qui ont des racines de côtoiement anciens. Mais ces 45 millions sont entre deux grandes masses aussi. Au nord, vous avez la Turquie avec ses 90 millions d'habitants. Au sud, vous avez l'Égypte avec ses 110 millions d'habitants. Et à l'est, vous avez la Perse, enfin l'Iran, avec ses 90 millions d'habitants. Vous voyez donc 45 millions d'habitants de cette population diverse, diffuse, répartie en différentes communautés qui se connaissent depuis longtemps, qui ont entre eux des contentieux, des avenirs, des espoirs et des contraintes qu'ils doivent gérer, et encadrés par ces trois grandes masses que je viens d'expliquer, les Turcs, les Iraniens et les Égyptiens. Et donc, à cela, il faut rajouter dans l'instabilité de cette région, cette difficulté, il faut rajouter les Kurdes. Les Kurdes, quand on additionne toutes les populations kurdes réparties dans le nord de cette région, vous arrivez à une population d'environ 48 millions d'habitants. Ils sont répartis entre différents États qui, eux, n'ont pas d'État. Et donc, comment voulez-vous trouver de la stabilité si vous n'avez pas un chemin, si vous ne dégagez pas un chemin dans une région qui est aussi divisée dans ce puzzle de tensions que je viens d'indiquer? Alors, je crois que c'est mon deuxième point. Mon troisième point, le premier point, la géopolitique de cette région. Mon deuxième point, la réalité d'aujourd'hui avec les masses humaines. Ça renvoie au problème de démographie qu'évoquait le recteur au début de notre entretien. Et je voudrais dire que quand on regarde cela, la solution à deux États paraît, et c'est un point important pour moi de vous le dire aujourd'hui, c'est écrit dans ma petite note d'ailleurs, la solution à deux États me paraît un piège absolument affreux, dilatoire. Il est évident que faire d'un État palestinien le raccordement d'un Gaza qui serait purifié de ces tensions et de la Cisjordanie, c'est absurde. Autant parce que les racines de ces deux peuples qui vivent là ne sont pas les mêmes. Vous avez d'un côté
des Gazaouis qui sont les héritiers des peuples de la mer et des rencontres avec les Égyptiens du désert. Et de l'autre, vous avez un monde arabe et bédouin qui vit le long du Jourdain. Ce ne sont pas les mêmes peuples. D'ailleurs, toute l'histoire politique de ces deux États, de ces deux tensions, de ces deux territoires est là pour marquer qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble tout simplement. En plus, la solution qu'on leur propose, c'est de vivre ensemble politiquement, mais sans raccordement physique entre eux. C'est bien sûr absurde. L'asymétrie entre deux États, un État israélien qui aurait trouvé les voies de sa sécurité et un État palestinien qui serait un croupion, un système croupion basé sur les deux morceaux n'a absolument aucun sens. Donc je pense qu'il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire non pas pour dire que les Palestiniens n'ont pas le droit à un État, mais pour dire simplement que si on leur réservait le mauvais piège nouveau de leur proposer cette situation à deux États pour lesquels toute la communauté internationale est prête à faire des concessions dans tous les domaines pour y arriver, ça serait un piège absolu et il faut éviter cela. Et donc moi j'observe, et ça sera peut-être un peu ce que je propose, mon idée générale, il peut y avoir un chemin vers la paix que si l'on retrouve l'unité de cette région dans la diversité. Ça a été cité par un certain nombre d'auteurs jusqu'à maintenant, l'unité dans la diversité pour laisser à chacun, je dirais, se retrouver dans ses propres racines, et avoir un facteur commun de développement dans le futur. Et c'est pour ça que j'explique qu'il me semble que ce que l'on doit chercher à fabriquer, c'est une mosaïque de micro-États souverains à majorité confessionnelle, mais majorité ethnique aussi, dans un système complexe qui irait d'une nature confédérale, une sorte de nature confédérale, qui serait coordonnée depuis Jérusalem par celui qui a le plus de capacité à le faire, c'est Jérusalem, c'est-à-dire l'État d'Israël. Et donc je crois que pour arriver à cette situation, il y a beaucoup d'étapes. On ne peut pas y arriver du premier coup. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est organisable si l'on a une tension qui permet d'y parvenir. Et c'est ça que je propose. Je dis qu'il y a plusieurs étapes à cela, et j'utilise la formule un peu, qui est une formule. Ça ne peut être qu'un nombre impair. On ne peut pas avoir un système à deux États avec des confrontations organisées permanentes, des compétitions. Il ne peut y avoir que des systèmes à 3, à 5, à 7, à 9. Et je développe cela, et je pourrais vous le développer dans le détail si vous le vouliez. Mais je crois que c'est un chemin long, un chemin qui passe par des épisodes dans lesquels chacun va retrouver la possibilité de dominer, de contrôler un espace dans lequel il se sent bien et de contrôler ses voisinages. Si un espace à 3, par exemple, serait un espace dans lequel la Cisjordanie sous ce nom-là, aurait négocié avec Israël dans les frontières de 67, à partir des frontières de 67, il y aurait des lignes de sécurité viables, avec un retrait des colons, par exemple. Une bande de Gaza qui serait reconstruite façon Dubaï, par des pétro-monarchies arabes qui en auraient les moyens. Et dans lesquels qui serait administré par une entité civile qui réunirait des Égyptiens, des Gazaouis et des Israéliens. C'est-à-dire quelque chose qui aurait sa propre identité, qui correspond aussi à son propre passé, son histoire. Mais on pourrait étendre cette formule et on aurait une ville-État, Gaza, qui serait gérée, viable, et qui aurait, je dirais, sa place dans l'échiquier régional, et qui pourrait aussi trouver ses moyens d'équilibre, ses moyens d'équilibre financier et économique. Une Formule 5 serait, au départ de celle que je viens d'indiquer là, quelque chose dans lequel on pourrait voir une confédération politique palestinienne émerger entre la Jordanie aujourd'hui et la Cisjordanie. Quelque chose qui remettrait un peu plus de densité dans l'identité palestinienne à partir de la Jordanie. Une solution à 7 serait quelque chose qui permettrait d'aller de réguler la question du Sud-Liban, autour du fleuve Litanie. Hein? Comment? Je vous en prie. Donc, voyez, donc des solutions successives qui, à la fin, se termineraient par quelque chose qui serait chacun retrouvant la forme d'autorité qui existe sur la population ou la zone dans laquelle il est établi, la possibilité de vivre avec les autres. Et c'est seulement à la fin qu'on pourra avoir le retour à l'unité de cette région, une unité qui ne peut se faire qu'en une dizaine, une vingtaine d'années, si l'on en a la volonté et si on a trouvé les moyens de la coexistence, non pas pacifique, mais organisée entre les différentes communautés qui sont là. Voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'à défaut d'enclencher tout de suite, je dis tout de suite, une formule à 3 entités, sa formule à 3 entités qui distinguerait Gaza de la Cisjordanie,
il n'y a pas de solution autre que d'avoir la guerre sans fin qui se poursuivra avec un Iran au seuil nucléaire qui se sanctuarisera, avec un pilotage extérieur de la résistance palestinienne. Et donc il n'y a pas de possibilité de trouver de solution si on ne dégage pas un chemin long avec des étapes, une volonté et des satisfactions pour chacun des peuples qui sont dans cette mosaïque qui est aujourd'hui dans cette région dont je viens d'indiquer, qui a été bordée par trois véritables acteurs qui regardent cela avec beaucoup de tension, chacun d'entre eux essayant de border les différents autres acteurs dans leur capacité de nuisance. Voilà donc ce que je propose. C'est bien sûr aussi utopique que bien d'autres plans, mais pas de chemin sans du temps, sans de l'intérêt immédiat, sans la possibilité pour chaque identité, chaque entité de retrouver une capacité à maîtriser son avenir. Je vous remercie.